responsabiliser et décider. Alors donc, pour responsabiliser ses équipes, il faut être clair et ferme sur les objectifs à atteindre et souple et ouvert sur les moyens pour y parvenir. Sauf qu'il est particulièrement délicat, compliqué d'impliquer et responsabiliser nos collaborateurs quand on les met face à un objectif contraignant, qui est souvent le fruit d'une décision difficile, voire même impopulaire. Or, la vie d'un manager, elle est remplie de décisions difficiles à prendre et ou à annoncer. Alors quand c'est dans sa zone de responsabilité, bien sûr, c'est le manager qui doit décider. Afin d'annoncer ses décisions plus efficacement possible, le manager doit respecter plusieurs étapes. Avant toute chose, le manager doit se préparer. Et avant même de réfléchir à comment il va annoncer la décision, il doit faire le point avec lui-même. C'est essentiel. On ne peut pas, même si effectivement les délais sont très courts, on ne peut pas foncer pour annoncer la décision. Pourquoi? Parce que finalement, on doit d'abord se demander si on est à l'aise ou non avec cette décision. Cette décision s'impose, on va être tous différents dans la manière dont on va voir une même réalité. Cette décision en question, on peut finalement s'en faire des images plutôt nuageuses, plutôt de l'ordre de la tempête, ou à l'inverse, plutôt ensoleillées. En fait, on voit la même réalité à travers des lunettes qui sont déformantes, à travers ce qu'on pourrait appeler notre filtre. C'est notre cadre de référence. En fait, mon filtre, c'est mon expérience, mes a priori, mes croyances, etc. Tout ce qui finalement va conditionner la manière dont j'appréhende la décision en question. Mon cadre de référence donc. Alors, selon les images que je me fais de cette décision, si là on prend l'exemple de lunettes plutôt qui viennent assombrir la réalité, si je vois les choses de manière négative, il y a de fortes chances que mon comportement s'en voit affecté. On a un impact direct sur notre non-verbal. Et lorsque j'aborde mes équipes avec une approche plutôt négative, il y a de fortes chances que celles-ci se mettent au diapason. Alors qu'à cela ne tienne, il suffirait, puisque je veux mon équipe enthousiaste face à la décision, il suffirait que moi-même, je me mette avec un grand sourire de façade, j'ai qu'à me faire un bon coup de méthode Coué en me disant que finalement tout n'est que soleil. Bien évidemment non, cela ne va pas fonctionner. À la première objection, il y a de fortes chances que je quitte le masque et que finalement je puisse faire part de mes craintes, de mes doutes. Le manager va devoir travailler son filtre. Alors comment est-ce que l'on peut travailler son filtre? On va en fait se poser 4 questions. 4 questions essentielles pour s'approprier cette décision. Déjà, on va commencer par une forme de purge finalement, en se demandant qu'est-ce qui me gêne dans cette décision? Qu'est-ce qui m'embête? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me tracasse? Ça va me permettre en tant que manager d'analyser mes propres résistances et de discerner ce qui relève finalement de l'a priori et du frein objectif. D'un côté, on va avoir des choses qui peuvent être irrationnelles. Je peux avoir une expérience passée qui a laissé un goût amer, je peux imaginer de mauvaises réactions de tel ou tel collaborateur au sein de l'équipe. On est dans l'a priori. Et à l'inverse, il y a de réels freins objectifs que je vais pouvoir évoquer et idéalement anticiper. Ensuite, on va se demander qu'est-ce qui nous convient dans cette décision. Ça va nous permettre de visualiser les bénéfices du changement, que ce soit pour l'entreprise, pour mon équipe ou même pour moi en tant que manager. Il sera utile de récupérer les informations factuelles dont j'ai besoin auprès des RH, finances, potentiellement aussi solliciter ma propre hiérarchie. Je vais devoir être au clair sur la vision. Cela va me permettre finalement, troisième question, de me dire mais qu'est-ce que j'annonce? Qu'est-ce que je dis à l'équipe, à mon collaborateur? Et enfin, il conviendra de préparer la phrase d'annonce. Comment est-ce que je vais le dire? Une fois qu'on s'est préparé, là encore, on va aborder les choses avec un contact positif. Comme dans tout échange managérial, on commence par mettre le collaborateur à l'aise. Là encore, il va nous falloir rappeler le contexte. Un bref rappel du contexte va nous permettre de donner du sens à la décision que l'on s'apprête à annoncer. Une décision, elle sort jamais du chapeau, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Quelle est la situation? Quels sont les enjeux inhérents à cette situation? Les enjeux inhérents à cette décision? Alors, on vous parle d'un bref rappel du contexte parce qu'il s'agit effectivement de ne pas tourner autour du pot. On fait attention
Alors souvent, on se dit en tant que manager qu'on veut pas brusquer le collaborateur, hein. Alors on va détailler le contexte, on va mettre plein d'éléments de détail dans le décor. Comme ça, peut-être même que mes collaborateurs vont comprendre par eux-mêmes que la décision s'impose, qu'il va se passer quelque chose d'important. Et on se dit que ce sera peut-être moins difficile pour eux. Sauf que pendant que je parle en tant que manager, pendant que je plante mon décor, pendant que je tourne autour du pot, mon ou mes collaborateurs, ils se préparent à une nouvelle délicate. Le fait est que ça fait l'effet d'un pansement que l'on viendrait retirer poil par poil et qu'on va vraiment préconiser d'y aller directement, droit au but. Parce qu'en fait, le non-verbal et certains des mots qu'on va utiliser traduisent effectivement qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer, quelque chose d'inconfortable, voire même de dangereux. Hein, le fantasme va vite dans la tête de nos interlocuteurs. Donc pendant ce temps, alors même qu'on tourne autour du pot, l'équipe commence à stresser. Le cerveau, il s'emballe, hein, il attend le choc. Donc faisons ce cadeau à nos collaborateurs, allons droit au but. Autant dire les choses directement. Il va falloir annoncer la décision et il va être important, voire indispensable, d'assumer la décision. J'ai décidé. Il en va de notre crédibilité managériale. Hein, souvenons-nous, nos collaborateurs, ils attendent de nous que nous puissions décider dans notre zone de responsabilité. Alors effectivement, je ne décide pas de tout en tant que manager. Lorsque la décision émane de la direction, il peut être tentant de dire il a été décidé, ils ont décidé. Finalement, je me dis, moi, en tant que manager, je suis le porte-parole. Et non, je dois, en tant que manager, me montrer solidaire de la décision, et même si je n'y suis pas favorable. Et pas évident, hein, direz-vous, certes, mais là encore, il en va de la crédibilité du manager. Alors, le manager peut peut-être remplacer le je par le nous. Il montrera ainsi sa solidarité. Éventuellement, nous avons décidé, mais bien évidemment, pas le fameux ils ont décidé ou il a été décidé que. La décision, elle est non négociable. J'en suis solidaire en tant que membre de l'encadrement. Pour autant, je ne nierai pas les contraintes et les risques qui y sont liés, mais je l'assume. Les annonces de décision, surtout si elles sont délicates, hein, en général, elles déclenchent bon nombre de réactions. Alors certes, en général, les collaborateurs, ils vont se questionner sur les raisons de la décision, sur ses modalités de mise en œuvre. Ils manqueront pas non plus d'évoquer les obstacles potentiels auxquels il faudra faire face. Ok, ça, ce sont des questions qui vont émerger de façon rationnelle. Mais avant cela, avant que les collaborateurs ne se questionnent de manière rationnelle, ce sont bel et bien des réactions émotionnelles qui vont émerger. Et ça, en général, ça met à mal les managers. Il va donc falloir accepter que notre collaborateur puisse passer par tout un tas d'émotions avant de pouvoir se réengager. On parle de la courbe des émotions. C'est la courbe qui est inspirée de la courbe de deuil. Nous avons la décision qui est annoncée, et alors notre collaborateur peut commencer par un état de surprise, voire de déni ou de refus. Alors, toutes les émotions par lesquelles vont passer nos collaborateurs ne sont pas forcément dans l'ordre que l'on va présenter ici. On n'est pas non plus obligé de passer par chacune de ces émotions, mais globalement, on suit bien ce processus avant de pouvoir remonter la pente. Surprise, déni, refus, en général suivi de colère. Pourquoi finalement est-ce que cette décision s'impose à nous, avec tous les efforts que nous faisons, alors même que nous sommes déjà ultra chargés? C'est toujours pareil, c'est à sens unique, on fait des efforts, l'organisation ne suit pas, etc. Encore une fois, gardons en tête en tant que manager qu'à ce stade-là, nous recueillons des objections qui sont émotionnelles. Ne cherchons pas à avoir une approche rationnelle. La colère peut laisser la place à de la tristesse ou de la négociation, du chantage. La bonne nouvelle, entre guillemets, lorsque la négociation émerge, c'est qu'elle annonce une forme de résignation. Le collaborateur va tenter de sauver quelques derniers éléments avant finalement de se résigner à accepter la décision en question. Alors seulement, il va pouvoir réellement se questionner. Cette fois-ci, oui, de manière rationnelle. Le cœur a parlé, maintenant le cerveau se reconnecte, et là, je vais vraiment, en tant que collaborateur, me demander pourquoi cette décision, dans quel contexte, pour répondre à quels enjeux, quels sont les risques, quelles sont les menaces, mais quelles sont aussi les opportunités. Finalement, le collaborateur s'approprie les choses. Et enfin, il va pouvoir accepter et se réengager. Alors en tant que manager, on est pressé.
On va avoir tendance à ne pas passer par l'étape de silence et de prise en compte. On va s'empresser de vouloir expliquer, voire même tout de suite de dire: «Remobilise-toi, cher collaborateur, engage-toi». On amène nos collaborateurs à faire ce qu'on appelle le saut de Tarzan. Monte sur mon dos, attrape la liane et on va passer, au-dessus du cours d'eau avec les crocodiles. On va aller s'accrocher sur la rive d'en face. Le saut de Tarzan est contre-productif. Ça peut marcher à court terme, hein, un petit coup d'hypnose. Notre collaborateur peut nous faire confiance et s'accrocher sur notre dos et traverser effectivement avec nous, mais ce ne sera pas pérenne. Donc respectons ce temps d'appropriation des choses, sachons dans un premier temps rester en tant que manager dans une posture silencieuse, d'écoute, de prise en compte des émotions qui sont exprimées. À ce stade-là, on n'est pas obligé d'apporter des éléments. L'écoute est suffisante, la prise en compte des difficultés est suffisante. Voire même si à ce stade, je tente d'expliquer, d'apporter des éléments rationnels, encore une fois, je parlerai avec ma tête au cœur de mon collaborateur. Nous ne parlerons pas la même langue. Le collaborateur parle avec son cœur, je dois lui répondre avec mon cœur. Lorsqu'il reconnectera la tête, je lui apporterai des éléments d'explication et l'impliquerai, le responsabiliserai pour qu'il se remobilise. Écoute et prise en compte. Donc, le collaborateur doit faire sa courbe. Il va accueillir, encore une fois, le manager va accueillir ses réactions émotionnelles sans jugement. Ça, c'est essentiel, sans jugement. Et surtout, il doit pouvoir lui montrer par son non-verbal et même ce qu'il va verbaliser qu'il comprend, que les préoccupations sont légitimes. Enfin, il va être du coup important de répondre à ces questions. Lorsque le collaborateur remonte la courbe, là oui, on va pouvoir apporter des éléments. Il est absolument dangereux de tâcher finalement de se mettre dans une posture moralisatrice. Évitons les phrases du type bah voilà, c'est la vie, hein, il faut s'adapter, le changement il est permanent. Alors on entend vraiment tout le temps parler d'agilité. Il faut que nous soyons agiles. Oui, dans un monde qui bouge, qui est en pleine transformation, qui bouge à une rapidité hallucinante, nous devons être agiles. Mais pour autant, si nous imposons cela à nos collaborateurs sans leur laisser la possibilité de s'exprimer, de douter, nous sommes en train de faire un saut de Tarzan et nous risquons de les démobiliser, voire carrément de nourrir cette résistance. Donc, une fois ce temps observé, je dois donner du sens à la décision. Je vais expliquer encore une fois le contexte qui m'a conduit à la prendre, si je suis à l'initiative de cette décision, ou expliquer le contexte qui a invité l'encadrement à prendre cette décision. Je vais clarifier l'objectif, je vais clarifier la finalité de la décision pour lui donner du sens. Je vais mettre les choses en perspective et je vais permettre du coup aux membres de mon équipe de commencer à se projeter dans l'avenir. Attention, encore une fois, ne cédons pas à la tentation d'annoncer les raisons de la décision avant même d'avoir annoncé la décision. Cela reviendrait à se justifier et en plus du coup, ça nuit à notre leadership managérial et ça crée de l'anxiété pour les personnes qui reçoivent la décision. Le manager doit ensuite passer rapidement à l'étape de mise en place du plan d'action pour que la décision prenne vie une fois annoncée. On va évoquer le nouvel objectif, les nouveaux objectifs à atteindre, et on va impliquer le collaborateur quant au plan d'action. Quelle est sa marge de manœuvre? On va prévoir des réunions et des points de suivi pour informer du coup sur la suite donnée. Et maintenant, à vous de tester vos connaissances. Pourquoi est-il indispensable de prendre le temps de s'approprier une décision difficile avant de la communiquer? Réponse A. Pas le temps de perdre du temps. Il faut annoncer la décision au plus vite à nos équipes. Réponse B. Le non-verbal parle plus fort que les mots. Si je ne suis pas en phase avec la décision, je ne pourrai pas mobiliser mon équipe, même si mon discours est engageant. Réponse C. Nous avons, en tant que manager, souvent besoin de faire notre propre courbe des émotions. Enfin, réponse D. Comme toute action managériale, nous devons préparer notre annonce et s'approprier la décision difficile permet de l'ancrer dans un contexte et de donner du sens. Réponse B, C et D. Toutes les réponses sont bonnes ici, sauf la première, sauf la A. S'approprier une décision, surtout si elle est difficile, ce n'est en aucun cas perdre son temps. C'est bel et bien un investissement. Puisqu'en effet,
le non-verbal, oui, va parler plus fort que les mots. Si nous construisons un discours engageant, un discours qui fédère, qui mobilise, mais que finalement nous incarnons le fait que nous ne croyons pas forcément à cette décision, ou qu'elle est douloureuse pour nous, ou encore qu'on nous l'a imposée, alors comment l'équipe peut-elle se mobiliser? À la moindre objection, notre sourire de façade peut s'effondrer et en réalité, nos équipes entendront en sous-titres que nous n'adhérons pas du tout à la décision. Et puis, nous avons aussi notre propre champ émotionnel. Et s'accorder le temps de faire sa propre courbe des émotions, ça va s'avérer efficace. Ça va nous permettre justement de purger nos appréhensions, nos a priori qui pourraient être négatifs, pour se concentrer peut-être sur de réelles difficultés concrètes, tangibles, que nous pourrions anticiper, pour lesquelles nous pourrions tâcher de trouver des parades et pour lesquelles nous pourrions d'ailleurs décider d'impliquer, de responsabiliser nos équipes. Cette préparation, elle est essentielle. Elle nous permet effectivement de faire notre courbe des émotions. Elle nous permet de travailler les différents sujets concrets, rationnels sur lesquels nous allons pouvoir nous projeter en ayant élagué finalement tous les a priori qui seraient de l'ordre de l'irrationnel. Et puis, la préparation, elle est essentielle aussi en ce sens qu'une décision, elle ne sort jamais du chapeau. Elle a été prise dans un contexte pour servir certains enjeux. Elle va viser certaines opportunités, peut-être nous faire éviter de nombreux risques. Là encore, souvenez-vous, l'outil SWOT peut être très précieux, cette étape de préparation. En tout cas, cette préparation va nous permettre de donner du sens à la décision. Quelles sont les 4 questions à se poser pour travailler son filtre? Réponse A. Quels sont les collaborateurs qui vont le plus m'en vouloir et comment les amadouer? Réponse B. Qu'est-ce qui leur a pris à la direction? Combien de décisions révoltantes vont-ils encore nous imposer? Réponse C. Qu'est-ce qui me gêne dans cette décision? Qu'est-ce qui me convient dans cette décision? Réponse D. Qu'est-ce que je vais dire à mes collaborateurs? Comment vais-je le leur dire? Les réponses C et D étaient attendues. Effectivement, la prise de décision, l'annonce de décision n'a rien à voir avec la notion de popularité, n'a rien à voir avec le fait que nos collaborateurs vont nous en vouloir ou non, et il ne s'agit pas ici de les amadouer ou de les manipuler. Et puis, bien évidemment, en tant que manager, je suis solidaire de l'encadrement. Et même lorsqu'une décision m'est aussi difficile à accepter, à comprendre, je ne peux pas trahir mes doutes, je ne peux pas exprimer mes craintes, mes peurs, voire ma colère à mon équipe. Je suis le capitaine du bateau, mon équipe est vraiment regardante vers ma direction. Si le capitaine du bateau n'y croit pas, comment est-ce que l'équipe va pouvoir tout mettre en œuvre, l'équipage, tout mettre en œuvre pour avancer? Alors là encore, il ne s'agit pas de manipuler, il ne s'agit pas de dire en tant que manager que nous ne voyons pas d'éventuels obstacles, d'éventuels icebergs, si je reprends mon image, à l'horizon. Nous allons pouvoir faire un constat factuel des potentielles difficultés. Mais ça, on peut le faire que si nous avons justement en amont préparé les choses, si nous avons élagué les a priori, les images que l'on se fait de la décision. Et pour ça, il faut effectivement d'abord s'affranchir du négatif. Qu'est-ce qui me gêne dans cette décision? Je fais une forme de purge pour finalement faire émerger tout un tas de choses. Tous les éléments, disions-nous, qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas concrets, qui ne sont pas rationnels, qui peuvent être liés à mon expérience, à certains fantasmes que je peux me faire, ça, je vais le laisser de côté. Et je vais garder effectivement d'éventuelles difficultés concrètes que j'ai pu identifier pour pouvoir justement me préparer à tout mettre en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Et puis, je dois aussi me poser les 2 questions suivantes de qu'est-ce que je vais dire à mes collaborateurs ou ne pas dire justement? Il y a peut-être une forme de censure à opérer en tant que manager. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce qui est important en termes de sens, en termes de contexte, en termes justement de constats factuels, des opportunités, des ressources que nous avons dans le cadre de cette décision, de ce projet, de ce changement, mais aussi des difficultés, des risques qui sont inhérents à cette décision. Comment je vais leur dire? Il va être important de pouvoir leur dire d'une manière efficace, d'une manière à favoriser leur compréhension, leur appréciation et finalement leur acceptation
de la décision. Pourquoi le manager doit-il annoncer les décisions difficiles sans tourner autour du pot? Réponse A, car sinon le collaborateur peut en profiter pour nous présenter toutes ses revendications. Réponse B, car sinon le manager devra assumer la décision, et cela le rendra impopulaire. Réponse C, car sinon cela est anxiogène pour le collaborateur, qui sent bien que quelque chose de potentiellement douloureux va lui être annoncé. Réponse D, car sinon le collaborateur peut s'imaginer une toute autre situation, ce qui peut générer des quiproquos. Réponse C et D. Peut-être que le collaborateur pourra en profiter pour nous présenter toutes ses revendications. Déjà, c'est assez peu probable et quand bien même, nous restons toujours ouverts à ce que peut nous dire un collaborateur. On se fait confiance, on est préparé, on retombe sur ses pattes. Ce n'est pas ici le sujet. Réponse B n'est pas non plus envisagée parce que de toute façon, le manager doit assumer la décision. Justement, il en va de son leadership de pouvoir assez rapidement annoncer cette décision de manière claire, de manière directe. Populaire ou non, on l'a dit, ce n'est pas la question. Il est fort probable qu'une décision, surtout lorsqu'elle est difficile, puisse effectivement générer de la résistance en face. On est OK avec ça. Encore une fois, nous saurons écouter, prendre en compte, traiter finalement les objections, donner des éléments d'explication, être clair, être transparent sur d'éventuelles difficultés, d'éventuels risques qui vont être factuels. Mais en tant que manager, nous ne devons pas viser le fait d'être apprécié, d'être populaire et de ne jamais générer d'insatisfaction. Nous devons être solidaires de l'encadrement. La réponse C, oui, c'est une réponse qui était attendue, en ce sens que notre collaborateur sent les choses. Nous l'avons dit, notre non-verbal va parler, le fait que nous appréhendions le moment de l'annonce de la décision et que nous tâchions de la différer, de le différer, ça va être perceptible par le collaborateur et de fait, ça peut être anxiogène parce qu'il sent bien que quelque chose de pas très agréable va se passer. Il ne sait pas quoi, on ne sait pas à quel moment on va se prendre le coup sur la tête. Ça peut être potentiellement anxiogène. Ça peut aussi générer l'effet inverse, pas forcément quelque chose d'anxiogène, mais puisque les choses ne sont pas dites, prenons l'exemple d'un manager qui commencerait par féliciter le collaborateur sur son travail, lui dire à quel point il est content de la collaboration en ce moment. À ce moment-là, le manager va se faire du bien, il diffère le moment de l'annonce, mais du coup, l'objectif même de l'entretien peut être perçu complètement différemment par le collaborateur, qui se dit bah tiens, c'est un entretien de félicitations, voire même peut-être qu'on va m'annoncer une éventuelle augmentation. Pourquoi pas? Imaginez le gap entre ce que peut fantasmer le collaborateur et ce que va finalement annoncer le manager. Donc, soyons clairs, soyons droit au but dans notre démarche d'annonce de décision, surtout lorsqu'elles sont difficiles. Parmi les émotions suivantes, quelles sont celles qui constituent les différentes étapes de la courbe des émotions? Réponse A, surprise, déni, colère, négociation, peur, tristesse. Réponse B, surprise, déni, joie, proposition, engagement. Réponse C, silence et prise en compte, explication, remobilisation. Et enfin, réponse D, les émotions ne doivent pas franchir le seuil de la porte de l'entreprise. Il s'agit ici de la réponse A. Alors, si le collaborateur accueille positivement la décision, tant mieux, hein, il n'initiera pas de courbe des émotions. Néanmoins, nous devons quand même être vigilants parce que le collaborateur peut aussi se berner, peut aussi s'auto-motiver ou carrément se bercer de douces illusions. Il peut pratiquer la méthode Coué et se dire bon, bah super, allez, allons de l'avant, mettons-nous en mouvement. Est-ce que notre collaborateur s'est bien autorisé à ressentir des émotions négatives au sujet de la décision? Tâchons d'être vigilants. Il arrive parfois que les collaborateurs s'imposent une acceptation, une mise en mouvement, un réengagement, alors qu'ils n'y sont pas réellement prêts. Le silence et la prise en compte, l'explication, la remobilisation correspondent bien
à détendre la courbe des émotions, mais en fait ici il s'agit de la posture du manager qui accompagne justement les émotions de son collaborateur. Et enfin, un manager moderne doit être à l'écoute et sans jugement face au champ émotionnel de ses collaborateurs. C'est impensable que l'on puisse aujourd'hui manager sans être empathique. Un manager qui va savoir être empathique, si c'est par ailleurs se montrer ferme, il va accompagner ses équipes vers beaucoup plus de bien-être et de performance. En quoi consiste le saut de Tarzan? Réponse A. C'est une volonté de la part du manager de mettre trop rapidement le collaborateur en position d'acceptation, voire d'engagement, quant à la décision difficile ou au changement annoncé. Réponse B. C'est une volonté de la part du manager de libérer la créativité et l'instinct de survie chez son collaborateur. Réponse C. C'est une scène mémorable du film du même nom. Réponse D. C'est une volonté de la part du manager d'inviter le collaborateur à se projeter et à agir quant à la décision ou au changement annoncé, sans lui laisser un temps naturel d'expérimentation de différentes émotions, pourtant nécessaires à son acceptation. Les réponses A et D étaient attendues. Effectivement, la démarche ici est la même. Lorsqu'il pratique un saut de Tarzan, le manager veut brûler les étapes. Il veut amener le collaborateur à accepter, voire à s'engager rapidement, trop rapidement, par rapport à la décision difficile ou au changement annoncé. Effectivement, le manager doit respecter ce temps d'expérimentation d'émotions qui sont, encore une fois, complètement naturelles et très souvent bien nécessaires à l'acceptation de la décision ou du changement annoncé.